De plus, ce but n'est pas statique. Il peut se transformer avec le temps, s'adapter à de nouvelles circonstances et grandir avec vous. Ce n'est pas une définition rigide, mais un processus vivant qui évolue au fur et à mesure que vous évoluez vous-même. Pour que ce but ne reste pas qu'une idée, il doit se traduire en actions concrètes. C'est là que les rituels quotidiens entrent en jeu. De petits actes répétés avec constance qui relient votre quotidien à ce qui donne du sens à votre vie. Beaucoup de personnes atteignent un âge avancé sans se rendre compte qu'elles ont passé une grande partie de leur vie à attendre que le bonheur apparaisse de lui-même. Des années entières s'écoulent entre routines et attentes jusqu'au jour où surgit une sensation désagréable, celle d'avoir laissé filer des moments précieux sans s'en apercevoir. Ce que vous êtes sur le point de lire ne dépend ni de votre âge, ni de votre situation personnelle. Cela peut s'appliquer autant si vous vous sentez entouré que si vous traversez cette étape en solitude, car il s'agit de quelque chose de plus profond que les circonstances extérieures. À un moment donné, peut-être dans le silence de la nuit, lorsque le corps repose mais que l'esprit ne dort pas, des questions difficiles peuvent apparaître. Quel est le sens de continuer? Pourquoi se lever chaque matin lorsque le travail est derrière soi, lorsque les enfants ont suivi leur propre chemin et que le reflet dans le miroir semble étranger? Ces doutes ne sont pas un signe de faiblesse. Ils sont beaucoup plus fréquents que vous ne l'imaginez. Des millions de personnes à maturité y font face chaque jour, bien que peu trouvent des réponses claires et finissent par laisser les jours passer sans direction ni enthousiasme. Cependant, il existe une autre façon de considérer cette étape. La psychologie contemporaine, comme les anciens courants philosophiques, s'accorde sur un point fondamental. La vieillesse n'est pas une clôture vide de la vie, mais une phase qui peut être profondément significative et oui également épanouissante. Il ne s'agit pas de promesses illusoires, ni de phrases motivantes creuses, mais de principes éprouvés qui ont aidé de nombreuses personnes à transformer complètement leur expérience quotidienne, même lorsqu'elles pensaient qu'il était trop tard pour changer. Pendant des années, on nous a inculqué une idée erronée, que la vie fonctionne comme une montée constante jusqu'à un certain point, après quoi il ne reste que la descente. Sous cette croyance, chaque année supplémentaire semble une perte, chaque changement physique est vécu comme une défaite, et chaque limitation devient une confirmation de son inutilité. Cette façon de penser n'est pas seulement fausse, elle est profondément nocive, car elle éteint les personnes de l'intérieur bien avant que leur corps ne faiblisse réellement. Les études sur le vieillissement montrent quelque chose de révélateur. Ceux qui se sentent le plus satisfaits à cette étape ne sont pas nécessairement les plus sains, les plus riches ou les mieux entourés. Ce sont ceux qui ont trouvé un sens qui ne dépend pas de l'extérieur. Des personnes qui ont compris que la valeur de leur vie ne se mesure pas à ce qu'elles produisent, mais à la façon dont elles interprètent leur existence et au sens qu'elles donnent à chaque jour. Vous avez traversé des décennies de changements, de crises, de réussites et de pertes. Vous avez vu le monde se transformer, surmonter des moments difficiles et accumuler une expérience que l'on n'apprend pas dans les livres. Cette perspective a une valeur immense, même si la société la reconnaît rarement. La véritable force à cette étape ne naît pas de ce que vous possédez ni de qui vous entoure, mais de la manière dont vous choisissez de regarder votre histoire et le présent que vous vivez encore. Pour comprendre cela en profondeur, il est nécessaire de saisir certains principes essentiels qui soutiennent une vie pleine de sens à la maturité. Ils fonctionnent comme des colonnes invisibles. Si l'une d'elles faillit, tout en pâtit. Mais lorsqu'elles sont alignées, le changement est profond. J'ai vu des personnes ayant perdu toute motivation, retrouver vitalité, intérêt et but, simplement en intégrant ces idées dans leur quotidien. Le premier de ces principes concerne le but qui émerge de l'intérieur. Pendant une grande partie de la vie, le sens vient souvent de facteurs externes. Étudier, travailler, élever des enfants, remplir des responsabilités. Mais vient un moment où ces repères disparaissent, et c'est alors que beaucoup de personnes ressentent un vide. Ce que peu savent, c'est que ce vide n'est pas une fin, mais une invitation à découvrir une forme de but plus authentique, qui ne dépend pas des obligations, mais d'un choix conscient. Il arrive un moment dans la vie où beaucoup des structures qui donnaient auparavant une direction disparaissent. Le travail est derrière, les enfants ne dépendent plus de vous, et, dans certains cas, la personne qui partageait votre chemin n'est plus là. Soudain surgit un silence intérieur qui peut être troublant. Non pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous,
mais parce que personne ne nous a appris à affronter cette étape. Peu ont expliqué que le but le plus solide ne vient pas de ce que nous faisons pour les autres, mais de ce qui naît du plus profond de notre intérieur. Les études sur le sens de la vie ont révélé quelque chose de très clair. Lorsqu'une personne fonde sa raison de vivre uniquement sur des facteurs externes, le vide apparaît inévitablement lorsque ces facteurs changent ou disparaissent. En revanche, ceux qui construisent leur but à partir de leurs valeurs, convictions et désirs authentiques développent une force émotionnelle difficile à briser. Ils peuvent perdre des rôles, des routines ou des certitudes, mais conservent intacte leur essence et leur direction intérieure. Découvrir ce but intérieur n'est pas un processus compliqué, bien qu'il exige sincérité envers soi-même. Cela implique de se poser une question directe et sans filtre. Si vous saviez qu'il vous restait quelques années de vie avec lucidité et santé relative, dans quoi choisiriez-vous d'investir ce temps? Il ne s'agit pas de répondre ce que les autres aimeraient entendre, mais de reconnaître ce qui, aujourd'hui, à cette étape, vous suscite réellement intérêt, curiosité ou enthousiasme. Certaines personnes ressentent l'appel d'apprendre quelque chose de nouveau. D'autres désirent voyager, guérir des liens, partager leur expérience ou laisser une empreinte simple mais significative. Il n'existe pas de réponse correcte ou incorrecte. La seule chose qui compte est que cette réponse soit vraie pour vous. Là, dans cette honnêteté, naît la graine d'un but véritable. Ce but n'a pas besoin d'être grandiose ou spectaculaire. Il n'est pas nécessaire de réaliser des exploits extraordinaires, ni de laisser des reconnaissances publiques. Il peut s'exprimer par des actions simples, prendre soin d'un espace vert, partager des histoires avec ceux qui veulent écouter, offrir une compagnie sereine aux autres ou explorer des intérêts toujours repoussés. L'essentiel n'est pas la grandeur, mais l'authenticité. Que chaque matin existe au moins une raison, si petite soit-elle, qui vous invite à vous lever avec intention. Consacrer quelques minutes à une activité significative, écrire des souvenirs, prendre soin d'un être vivant ou pratiquer une compétence transforme le but en une partie réelle de votre vie de tous les jours. Lorsque le but se manifeste à travers des habitudes, il cesse d'être une inspiration passagère et devient une structure interne. Il vous apporte stabilité lorsque tout semble incertain et vous rend votre identité lorsque les anciens rôles ne définissent plus qui vous êtes. Vivre ainsi produit un changement profond. Les circonstances extérieures perdent leur emprise sur votre bien-être. La solitude cesse de se ressentir comme un vide. Les limites physiques n'occupent pas tout l'espace et le manque de ressources matérielles n'appauvrit pas une vie pleine de sens. Les anciennes écoles philosophiques appelaient cela vivre en cohérence avec sa propre nature. Il ne s'agissait pas de s'isoler du monde, mais d'agir selon ce que l'on est en essence, au-delà des attentes sociales et des étiquettes. Ceux qui atteignent cet alignement accèdent à une liberté intérieure qui ne dépend de rien d'extérieur. Cependant, bien que le but soit fondamental, il n'est pas suffisant à lui seul. Il existe un autre élément clé qui soutient tout ce qui précède, la manière dont vous vous traitez chaque jour. Beaucoup de personnes, surtout à maturité, se jugent sévèrement pour ce qu'elles ne peuvent plus faire, et ce jugement constant érode toute possibilité de bien-être. C'est pourquoi l'étape suivante consiste à comprendre quelque chose de plus profond encore, la compassion envers soi-même comme base d'une vie en paix. Il existe une habitude silencieuse que beaucoup de personnes répètent quotidiennement sans la remettre en question. Face au miroir, au lieu de reconnaître quelqu'un de complet, chargé d'expérience et de valeurs, l'attention se concentre presque exclusivement sur ce qui a changé, les marques du temps, la transformation du corps, ce qui ne répond plus comme avant. Avec cette image apparaît souvent un dialogue intérieur dur et méprisant, une voix qui insiste pour dire que le meilleur est derrière, que la valeur personnelle a diminué et que votre présence n'est plus nécessaire. Il est important que vous compreniez ceci clairement. Cette voix ne représente pas qui vous êtes. C'est un écho culturel appris, une narration collective qui mesure les personnes selon leur performance et leur apparence, et qui perd de son intérêt lorsque l'on vieillit. C'est le résultat d'une société qui glorifie la jeunesse et oublie la profondeur apportée par le passage du temps. Mais ce n'est pas votre voix authentique. Votre véritable voix serait différente. Elle vous parlerait avec respect, compréhension et la même délicatesse que celle que vous utiliseriez avec un être cher traversant un moment difficile.
car c'est exactement ce que vous êtes maintenant. Un être humain faisant face à une transition complexe, s'adaptant à des changements réels, portant des peurs légitimes et cherchant du sens dans un environnement qui valorise rarement cette étape de la vie. Se traiter avec compassion ne signifie pas se résigner, ni justifier l'abandon de soi. Ce n'est pas non plus de l'auto-indulgence. C'est reconnaître votre humanité entière, avec ses limites et ses forces, et choisir de prendre soin de vous plutôt que de vous attaquer. La psychologie a démontré que les personnes qui se rapportent à elles-mêmes avec bienveillance développent une plus grande stabilité émotionnelle, affrontent mieux les difficultés et maintiennent un bien-être plus profond que celles qui vivent enfermées dans l'autocritique constante. Mettre cette attitude en pratique demande de la conscience. La première étape consiste à remarquer quand apparaît ce jugement dur, sans le contredire ni tenter de le supprimer par la force. Le simple fait de le reconnaître suffit. Vient ensuite un geste puissant. Vous demandez comment vous parleriez à quelqu'un que vous appréciez, s'il traversait la même situation. Personne ne traiterait avec mépris un ami qui ressent douleur, solitude ou confusion. On lui offrirait compréhension, validation et respect. Ce même traitement est celui que vous méritez. La compassion envers soi-même n'exclut pas l'action. Au contraire, lorsque vous cessez de vous punir, vous retrouvez l'énergie émotionnelle pour améliorer votre situation. La dureté paralyse, la bienveillance propulse. C'est la différence entre un soutien qui accompagne et un soutien qui humilie. Le premier renforce, le second épuise. Un exercice simple peut vous aider à cultiver cette relation intérieure. Au réveil, avant de commencer la journée, placez une main sur votre poitrine et reconnaissez l'effort silencieux de votre corps qui a soutenu votre vie pendant des décennies. Adressez-vous à vous-même avec une phrase bienveillante, sans ironie ni exigence. Cela peut sembler insignifiant, mais la constance transforme la façon dont vous vous percevez. Lorsque survient un malaise physique, au lieu de le combattre avec colère, vous pouvez le reconnaître avec compréhension. Acceptez qu'il fasse mal, qu'il limite, qu'il frustre. Et à partir de là, changez la question. Non pas ce qui n'est plus possible, mais ce qui l'est aujourd'hui. Ce petit ajustement mental transforme complètement l'expérience quotidienne. La solitude est un autre défi fréquent à cette étape. C'est une douleur réelle et profonde qui s'intensifie lorsque les liens proches se réduisent. La compassion personnelle permet de traverser ce sentiment sans y rester piégé. Elle ouvre la porte à apprécier les rencontres petites, les gestes simples, les échanges brefs mais humains. Lorsque vous cessez d'interpréter la solitude comme une preuve de manque de valeur, vous pouvez être présent dans ces moments et en tirer bénéfice. De plus, apprendre à bien se traiter permet de profiter de sa propre compagnie. Être avec soi cesse d'être une charge et peut devenir un espace de calme. Beaucoup de personnes craignent d'être seules parce qu'elles n'ont jamais appris à coexister avec elles-mêmes avec respect. C'est une compétence que vous pouvez encore développer. À la fin de la journée, une pratique renforce ce processus. Avant de dormir, revisitez votre journée sans jugement. Identifiez 3 actions, si petites soient-elles, que vous avez bien réalisées. Reconnaître ce qui est présent, au lieu de se concentrer sur ce qui manque, rééduque votre esprit. Les neurosciences ont démontré que le cerveau conserve la capacité de s'adapter et de créer de nouvelles connexions même à un âge avancé. Chaque acte de reconnaissance affaiblit l'autocritique et renforce une perception plus juste de soi. Tout cela est essentiel, mais ne fonctionne pas seul. La compassion personnelle a besoin d'un soutien dans la manière dont vous organisez vos journées. Lorsque le temps manque de structure, l'esprit se désoriente. L'absence totale d'obligation peut devenir anxiété et découragement. C'est pourquoi, en plus du but et de la bienveillance intérieure, il est nécessaire d'aborder un point très concret. Comment créer de l'ordre dans la routine quotidienne? Pendant des années, le travail a offert une organisation invisible. Horaire, responsabilité, rythme. Lorsqu'il disparaît, ce qui semblait être une liberté absolue se ressent souvent comme un désordre. Les études montrent que les personnes s'épanouissent lorsqu'il existe un équilibre entre structure et flexibilité. Ni rigidité extrême, ni vide total. À cette étape de la vie, créer vos propres routines ne signifie pas vous enchaîner à des horaires stricts, mais établir des points d'ancrage qui donnent forme à vos journées. De petits rituels qui organisent le temps et lui donnent du sens. Car lorsque le temps est complètement vide,
il finit par vous dominer. En revanche, lorsque vous lui donnez une structure, il devient un allié pour votre bien-être. Une journée composée d'activités qui ont du sens, même simples, devient un précieux soutien pour l'équilibre émotionnel. Lorsqu'une journée commence sans direction, sans plan, ni repère clair, l'esprit a tendance à se replier sur lui-même et à s'enfermer dans des pensées répétitives. Les inquiétudes surgissent, les souvenirs du passé se teintent de nostalgie ou de culpabilité et les projections sur l'avenir se chargent de peur. Peu à peu, ce dialogue intérieur épuise énergie et morale, créant un cycle difficile à briser. En revanche, lorsqu'une journée a une organisation minimale, quelque chose change. Savoir qu'il y aura des moments définis pour différentes activités génère un mouvement intérieur. Il ne s'agit pas de grandes obligations, mais de petits engagements envers soi-même qui donnent une direction. Cette sensation de progression, aussi simple soit-elle, agit comme un bouclier contre la rumination mentale et maintient l'attention tournée vers l'avenir, au lieu de rester piégé dans des pensées épuisantes. La construction de ces routines commence dès le matin, car la façon dont vous commencez la journée influence profondément tout ce qui suit. Il est important de créer un rituel matinal personnel, quelque chose que vous appréciez et qui marque consciemment le passage du repos à l'activité. Cela peut être préparer calmement une boisson, observer la lumière de l'aube, écouter de la musique réconfortante ou lire quelques pages inspirantes. L'essentiel est la constance. Lorsque le cerveau reconnaît un début stable, apparaît une sensation de sécurité et de continuité, même dans un monde en constante évolution. Le mouvement physique est un autre élément clé. Le corps a besoin de s'activer, même doucement. Il n'est pas nécessaire de pratiquer des exercices exigeants ni de suivre des routines intensives. Des étirements calmes, marcher quelques minutes, mobiliser les articulations et permettre à la circulation de s'écouler suffisent. Le mouvement ne profite pas seulement au corps, il transforme également l'état émotionnel. Il aide à libérer les tensions accumulées, à alléger la tristesse et à réduire l'agitation intérieure. L'intégrer régulièrement, même pour quelques minutes, a un impact profond lorsqu'il est maintenu dans le temps. En plus du corps, l'esprit a également besoin de stimulation. Maintenir la curiosité active est fondamental à tout âge. Apprendre quelque chose de nouveau, approfondir un sujet d'intérêt ou revisiter des connaissances anciennes garde l'esprit éveillé et flexible. Lire, écouter des contenus éducatifs, explorer l'histoire, l'art, la science ou même une langue sont autant de façons de nourrir la pensée. L'esprit stimulé continue de croître indépendamment de l'âge. Cet intérêt constant pour l'apprentissage améliore non seulement le bien-être personnel, mais enrichit également les relations. Avoir des idées, des expériences et des découvertes à partager facilite la connexion avec les autres. Les personnes qui maintiennent leur curiosité vivante génèrent généralement des conversations plus profondes et des liens plus authentiques, car elles transmettent présence et vitalité intérieure. La connexion humaine a besoin d'un espace propre dans la routine. Même si les rencontres en face à face ne sont pas toujours possibles, le contact peut se faire par appel, message ou rencontres occasionnelles. Réservez des moments spécifiques pour parler avec quelqu'un. Visiter un espace communautaire ou participer à un groupe aide à maintenir le sentiment d'appartenance. L'interaction avec les autres n'est pas un luxe, c'est un besoin fondamental pour l'équilibre émotionnel. Même dans des situations d'isolement extrême, il existe des moyens de créer du lien. Collaborer comme bénévole, participer à des communautés virtuelles, s'occuper d'un animal ou consacrer du temps à des espaces partagés peut ouvrir de nouvelles portes. La clé réside dans l'intention consciente. La connexion n'apparaît pas toujours d'elle-même, elle se construit pas à pas. Un autre pilier essentiel est la contribution. Sentir que l'on apporte quelque chose, même petit, renforce le sentiment de valeur personnelle. Aider quelqu'un de proche, partager un savoir, prendre soin d'un environnement commun ou créer quelque chose de ses mains sont des manières simples de donner. L'important n'est pas l'ampleur du geste, mais l'expérience intérieure de sentir que votre présence a un impact. Lorsque cet acte d'apporter s'intègre dans la routine hebdomadaire, un changement profond se produit. L'estime de soi se renforce, le but devient tangible et la vie cesse de paraître passive. Parallèlement à tout cela, apparaît un élément tout aussi important, le repos conscient et le plaisir. Se reposer n'est pas la même chose que rester inactif ou tomber dans l'ennui.
Le véritable repos implique de s'accorder des moments de plaisir, de calme et de récupération, même en l'absence d'horaire strict. Se reposer vraiment consiste à choisir consciemment ce qui vous procure calme et bien-être intérieur. Il ne s'agit pas seulement de s'arrêter, mais de remplir ces moments avec des expériences agréables et réconfortantes. Cela peut être écouter une chanson qui éveille des souvenirs, regarder quelque chose qui fait sourire, observer la vie depuis un banc dans un parc ou préparer un repas spécial sans autre raison que le plaisir de le faire. Le plaisir n'a besoin ni de justification ni de permission. Une croyance très répandue dit que le plaisir a une date de péremption, comme si la joie n'était un privilège réservé qu'à certaines étapes. Cette idée est fausse. La capacité de profiter, de ressentir de la légèreté et de vivre de petits moments de bonheur est un droit qui accompagne la personne tout au long de sa vie. S'accorder ces espaces n'est pas de l'égoïsme, c'est une forme de soin de soi. Tout ce que vous avez construit jusqu'à présent, le but, la compassion et les routines, a besoin d'équilibre. Il ne s'agit pas d'imposer un emploi du temps rigide, ni de transformer la journée en une liste d'obligations, mais de créer une structure flexible qui vous soutienne. Il y aura des journées où vous vous sentirez plein d'énergie, et d'autres où la fatigue ou le malaise dicteront le rythme. Les deux sont valables. La routine est là pour vous accompagner, pas pour vous exiger. Il y a une idée clé à garder à l'esprit. Avancer de manière imparfaite vaut beaucoup plus que chercher une perfection inaccessible. Si un jour vous faites moins que prévu, cela compte toujours. Un petit pas maintient le mouvement. Abandonner complètement simplement parce que vous ne pouvez pas tout faire engendre généralement plus d'épuisement que de repos. Cependant, un aspect profond peut interférer avec tout ce qui précède s'il n'est pas abordé. La relation au temps qui passe et au futur. Beaucoup de personnes vivent avec des questions persistantes sur ce qui va venir, sur la perte, la détérioration ou la fin de la vie. Ces pensées s'accompagnent souvent de peurs réelles et compréhensibles. Les ressentir ne vous rend pas faible, cela vous rend humain. Le problème n'est pas que ces peurs existent, mais de leur permettre d'occuper tout l'espace mental. Lorsque l'attention est constamment projetée vers un futur incertain, le présent perd de sa saveur. Les moments quotidiens ne sont plus appréciés car l'esprit est piégé dans des scénarios qui ne se sont pas encore produits et qui peut-être ne se produiront jamais. De cette façon, la peur de demain finit par voler la valeur d'aujourd'hui. Accepter que tout change peut sembler inconfortable au début, mais c'est aussi profondément libérateur. Rien ne reste intact. Le corps, les circonstances, les relations et les étapes se transforment. Comprendre cela n'implique pas de résignation, mais de la clarté. Si tout est transitoire, alors le seul espace réel pour vivre est le moment présent. Être présent signifie habiter ce qui se passe ici et maintenant, avec attention. Savourer un aliment, une conversation ou un souvenir sans anticiper les pertes futures. Choisir de vivre pleinement ce qui existe plutôt que de souffrir pour ce qui pourrait disparaître. Cette présence est une pratique qui s'entraîne, non un état permanent. Lorsque l'esprit se projette dans des préoccupations, vous pouvez revenir au maintenant par le corps et les sens. Ressentir la respiration, noter le contact avec le sol, observer ce qui vous entoure. Ces gestes simples aident à vous ancrer dans le présent et à vous rappeler qu'à cet instant, vous êtes en sécurité, vous êtes ici. En cessant de lutter contre le changement et en acceptant la réalité telle qu'elle est, la souffrance intérieure diminue. Les difficultés peuvent continuer, mais le poids émotionnel supplémentaire qui naît de la résistance s'atténue. Une grande partie du mal-être humain ne vient pas de ce qui se passe, mais du refus constant que les choses soient différentes de ce que nous souhaitons. Certaines traditions orientales parlent de trouver la beauté dans l'imparfait et dans le transitoire. Ce qui a été marqué par le temps ne perd pas sa valeur. Au contraire, cela gagne en profondeur et en signification. Les traces laissées par la vie racontent une histoire unique. Se regarder depuis ce point de vue permet de reconnaître que chaque expérience vécue, même difficile, fait partie d'une existence complète et digne. Accepter que tout change implique également d'assumer une vérité souvent évitée. La vie a une fin. Ce n'est pas un sujet confortable, mais il est nécessaire de le regarder en face. Nous allons tous mourir, sans exception. C'est la seule certitude absolue qui existe. Face à cela, il y a deux chemins possibles. Vivre le temps qui reste dominé par la peur ou se réconcilier avec cette réalité
et l'utiliser comme un moteur pour vivre plus pleinement. Ceux qui ont été proches de la mort et ont réussi à revenir disent rarement qu'ils auraient voulu ressentir plus de peur. Ce qu'ils expriment presque toujours est différent. Ils auraient souhaité vivre plus intensément, dire ce qu'ils ressentaient, consacrer plus de temps à ceux qu'ils aimaient, se libérer de préoccupations insignifiantes et être plus fidèles à eux-mêmes. Tant que vous respirez, vous avez encore la possibilité de choisir comment vivre. Peu importe s'il reste beaucoup ou peu de temps, personne ne le sait. L'important est qu'aujourd'hui, vous êtes encore là avec la possibilité d'agir de manière à ce que, lorsque viendra la fin, elle ne soit pas chargée de grands regrets. Il reste de l'espace pour dire des mots non prononcés, réparer des liens, profiter des petits plaisirs quotidiens, partager une présence réelle avec ceux qui restent à vos côtés et faire la paix avec vous-même. Une pratique simple peut aider à soulager l'anxiété liée à la mort. Lorsque cette peur surgira, car elle surgira, au lieu de fuir ou de vous distraire, arrêtez-vous et reconnaissez-la sans jugement. Admettre « j'ai peur » n'est pas une faiblesse, c'est de l'honnêteté. Ensuite, demandez-vous ce qui vous effraie exactement. La douleur, la perte d'autonomie, la solitude, l'inquiétude pour ceux qui resteront. Les peurs concrètes sont plus gérables qu'une angoisse diffuse sans nom. En identifiant ce qui vous inquiète vraiment, vous pouvez commencer à agir. Si vous craignez la douleur, vous pouvez vous informer sur la manière de gérer la souffrance physique. Si vous craignez d'être seul, vous pouvez renforcer vos liens dès maintenant. Si vous êtes angoissé à l'idée que votre vie n'ait pas eu de sens, vous pouvez encore donner un sens à vos jours présents. Quant à ce qui se passe après la mort, personne n'a de réponse définitive. Vous pouvez vous appuyer sur vos croyances, votre philosophie personnelle, ou simplement accepter qu'il y a des choses qui échappent à votre contrôle. Ce qui est entre vos mains, c'est la façon dont vous vivez le présent. Un enseignement ancien résume cela simplement. Avant et après tout éveil profond, la vie reste faite de tâches quotidiennes. La différence ne réside pas dans ce que vous faites, mais dans la manière dont vous le faites. Vous pouvez traverser vos journées avec résistance et peur, ou avec attention et acceptation. Les actions sont les mêmes, mais l'expérience change complètement. C'est pourquoi, essayez de vivre vos activités quotidiennes avec une présence pleine. Lorsque vous lavez la vaisselle, sentez l'eau et le mouvement de vos mains. En vous douchant, percevez le contact de l'eau sur votre corps. En marchant, notez chaque pas. Lorsque vous conversez avec quelqu'un, écoutez vraiment, sans anticiper mentalement ni rester coincé dans vos propres préoccupations. Être présent est l'un des moyens les plus efficaces de réduire l'anxiété pour l'avenir, car dans l'attention pleine, il n'existe que cet instant, et presque toujours cet instant est gérable. Il existe un principe final qui relie tout ce qui précède et a le pouvoir de transformer profondément l'expérience de la vieillesse, même lorsque d'autres choses échouent. Ce principe est la gratitude. Après des années d'observation de personnes à différents stades de la vie, il devient clair que ce qui influence le plus la manière dont quelqu'un vieillit n'est pas son niveau de santé, d'argent ou de réussite, mais sa capacité à remercier sincèrement ce qu'il a eu et ce qu'il a encore. La gratitude n'est pas quelque chose qui surgit seulement lorsque tout va bien. Cette version est facile et superficielle. La gratitude qui transforme se cultive de manière consciente, même au milieu des difficultés. Notre cerveau est conçu pour se concentrer sur le négatif comme mécanisme de survie, ce qui fait que, si on ne l'équilibre pas, l'attention reste prisonnière de ce qui manque, fait mal ou a été perdu. Cependant, il est possible de rééduquer l'esprit et de l'entraîner à remarquer aussi ce qui fonctionne, ce qui soutient et ce qui accompagne. Pratiquer la gratitude ne signifie pas nier les problèmes ni faire semblant que tout est parfait. Cela signifie élargir le regard et reconnaître que, à côté des difficultés, il y a toujours quelque chose de précieux présent. Respirer, sentir les battements du cœur, avoir un toit, des vêtements, de la nourriture, l'accès à une voix ou à un message, l'existence de quelqu'un qui se soucie de vous, ou même la simple présence d'un arbre ou le chant d'un oiseau. Ce sont de petits détails, mais là réside un grand secret. Le sentiment de bien-être ne naît pas de réalisations extraordinaires, mais d'apprendre à apprécier véritablement les moments simples qui confirment que vous êtes toujours en vie. Lorsque cette approche devient une habitude, la perception de la vie change profondément. Diverses études ont montré que ceux qui pratiquent la gratitude de manière constante ressentent moins d'anxiété, dorment mieux
renforcent leurs relations et bénéficient d'un bien-être plus stable. Non pas parce que leurs problèmes disparaissent, mais parce que leur façon de se relier à la réalité devient plus équilibrée et humaine. Ce n'est pas que certaines personnes aient une vie plus facile, mais elles ont appris à diriger leur attention vers ce qui fonctionne et soutient. La différence réside dans l'endroit où elles posent leur regard. Mettre cette idée en pratique ne nécessite ni grands efforts, ni méthodes compliquées. L'un des outils les plus accessibles et efficaces est de cultiver la gratitude quotidiennement, en l'adaptant à votre propre réalité. Vous n'avez pas besoin de carnets spéciaux ni de longues réflexions écrites. Vous pouvez le faire mentalement ou sur n'importe quelle feuille, de la manière qui vous convient le mieux. Chaque soir, avant de dormir, prenez quelques minutes pour reconnaître 3 choses concrètes de la journée pour lesquelles vous pouvez ressentir de la gratitude. Il est important de ne pas toujours répéter les mêmes. L'intention est d'entraîner votre esprit à chercher activement, au fil de la journée, des raisons de remercier. Au début, il peut sembler qu'il n'y a rien de précieux, mais si vous observez attentivement, quelque chose apparaît. Un geste aimable, un moment sans douleur, la lumière entrant par la fenêtre, un souvenir agréable ou simplement le fait d'avoir traversé un jour de plus en vie. Lorsque vous maintenez cette pratique pendant quelques semaines, un changement profond se produit. Votre cerveau commence, presque sans que vous vous en rendiez compte, à détecter de petits détails positifs au fil de la journée. Vous commencez à percevoir beauté et bonté là où auparavant vous ne voyiez que routine ou manque. La perception s'élargit et vous découvrez qu'il y a beaucoup plus de choses à remercier que vous ne l'imaginiez. Il existe en outre une forme de gratitude encore plus transformatrice, celle qui inclut les expériences difficiles. Remercier non seulement pour ce qui est agréable, mais aussi pour les pertes, la douleur et les échecs. Cela ne signifie pas célébrer la souffrance, mais reconnaître ce qu'elle vous a apporté. Les difficultés apportent souvent des apprentissages, de la force et une profondeur intérieure qui n'aurait pas été atteinte autrement. La douleur physique peut vous rappeler tout ce que votre corps vous a permis de vivre. Une perte peut vous rappeler que vous avez été capable d'aimer profondément. La solitude peut vous avoir appris à mieux vous connaître et à développer une force intérieure que vous ne soupçonniez pas. Il ne s'agit pas de nier la dureté de ces expériences, mais de trouver le sens qu'elles contiennent. L'être humain peut supporter presque n'importe quelle difficulté lorsqu'il parvient à lui donner un sens. C'est l'absence de sens qui rend la souffrance insupportable. Lorsque vous pouvez dire « cela a été difficile, mais cela m'a transformé », la douleur cesse d'être uniquement destructrice et devient une source de croissance. Il existe une autre dimension particulièrement précieuse avec le temps, la gratitude envers sa propre histoire. Regarder en arrière sans ressentiment, avec un regard plus bienveillant, et reconnaître que votre vie, avec erreur, réussite, joie et chute, a eu de la valeur. Il ne s'agit pas de vivre ancré dans le passé, mais de se réconcilier avec lui. Dans un moment de calme, passez en revue les différentes étapes de votre vie et trouvez dans chacune une raison de remercier. Les personnes qui vous ont soutenu, les décisions courageuses, les moments simples qui aujourd'hui vous semblent précieux, les instants de connexion qui à l'époque semblaient ordinaires. Lorsque vous faites cet exercice avec honnêteté, quelque chose à l'intérieur se réorganise. La sensation d'avoir échoué ou de ne pas avoir été suffisant s'adoucit. Vous commencez à voir que votre vie a été imparfaite, oui, mais aussi authentique, humaine et remplie de moments qui en valirent la peine. Reconnaître cela guérit. Et il y a une dernière chose à ne pas négliger. Lorsque vous ressentez une gratitude réelle, exprimez-la. Dites-la à voix haute, écrivez-la, partagez-la. Ne supposez pas que les autres le savent déjà et ne supposez pas qu'il y aura un autre moment. Faites-le maintenant. Et si ces personnes ne sont plus là, vous pouvez également exprimer cette gratitude d'autres manières, leur écrire une lettre, les évoquer avec intention, honorer leur mémoire à votre manière. La gratitude exprimée ne transforme pas seulement votre regard sur la vie, elle approfondit aussi votre paix intérieure. Partagez vos histoires avec ceux qui veulent les entendre. La gratitude ne disparaît pas avec les personnes. Elle reste vivante dans la manière dont nous nous souvenons d'elles et les honorons. Tous les principes que nous avons explorés sont connectés entre eux. Le but intérieur vous donne une direction. La compassion envers soi-même vous offre un terrain émotionnel sûr et les routines fournissent une structure.
Le pardon libère du passé. L'acceptation de l'impermanence vous ancre dans le présent, et la gratitude est le fil qui donne couleur et sens à tout le reste. Lorsque vous appliquez chaque principe avec gratitude, même les tâches les plus petites prennent du sens. La compassion s'approfondit en reconnaissant et en remerciant votre résilience. Les routines se transforment en rituels sacrés en remerciant la capacité de les réaliser. Et le pardon se complète lorsque vous remerciez la liberté qu'il vous procure. La gratitude transforme le présent en quelque chose de précieux et transforme une collection de stratégies en un mode de vie, rendant possible que la vieillesse soit une étape de satisfaction et de paix intérieure malgré ses difficultés. Maintenant, je veux que nous fassions un petit exercice ensemble. Pendant que vous lisez ceci, identifiez une seule chose pour laquelle vous vous sentez vraiment reconnaissant à ce moment précis. Peu importe si c'est grand ou petit, choisissez simplement une chose. Observez-la, ressentez-la et notez comment votre poitrine se détend. Cette sensation est la graine d'un changement profond. En la cultivant quotidiennement, elle peut transformer complètement votre expérience d'être vivant. Nous avons passé en revue 6 principes fondamentaux qui peuvent révolutionner votre manière de vivre la vieillesse. Mais les comprendre intellectuellement ne suffit pas. Il faut action, pratique et engagement. Pour les intégrer dans votre vie quotidienne, n'essayez pas de tout faire d'un coup. La plupart des gens s'enthousiasment, essaient de tout changer immédiatement, se sentent dépassés et abandonnent. Le vrai changement est progressif, cohérent et bienveillant envers soi-même lorsqu'il n'est pas parfait. Commencez par le principe qui résonne le plus avec vous en ce moment. Si vous portez des rancunes, commencez par le pardon. Si vous manquez de direction, commencez par votre but. Si vous êtes trop dur envers vous-même, travaillez la compassion. Si vos journées sont chaotiques, établissez des routines. Si vous vivez dans la peur du futur, pratiquez la présence. Si votre perspective est négative, cultivez la gratitude. Choisissez-en un et consacrez-lui un mois complet de pratique régulière. Ce temps suffit pour qu'il devienne un véritable habit, pour que votre cerveau forme de nouvelles connexions et que vous commenciez à remarquer des résultats. Pendant ce mois, appliquez une pratique concrète, liée au principe choisi. Gratitude. Tenez un journal chaque soir. Compassion. Posez la main sur votre cœur et parlez-vous avec tendresse. Présence. Respirez pendant 5 minutes en étant complètement dans l'instant présent. Pardon. Écrivez des lettres de libération. But. Consacrez du temps à des activités significatives. Faites-le tous les jours, sans excuse. Les grands changements naissent de petites actions répétées avec constance. Un arbre ne pousse pas du jour au lendemain. Il grandit peu à peu. Vous êtes cet arbre, et ces principes sont l'eau et la lumière dont vous avez besoin. À la fin de ce mois, évaluez comment vous vous sentez. Si vous constatez des changements, continuez et ajoutez un autre principe. Sinon, vérifiez si vous l'avez vraiment pratiqué de manière constante et engagez-vous à nouveau. Mois après mois, pas à pas, vous intégrerez tous les principes dans votre vie. Lorsque vous y parviendrez, votre expérience de la vieillesse sera différente. Non pas parce que vos circonstances seront meilleures, mais parce que vous serez différent. Ces principes n'éliminent pas la souffrance, mais ils vous donnent des outils pour la gérer, trouver du sens et vivre des moments de paix même dans la difficulté. Avec une pratique constante, vous développerez une force intérieure indépendante des circonstances extérieures. La capacité d'être bien avec vous-même et avec votre vie, même lorsqu'elle n'est pas parfaite. C'est ce qu'il y a de plus précieux à cultiver à cette étape de la vie. Il est important d'être réaliste. Si vous traversez une dépression sévère, des pensées suicidaires ou une douleur physique intense, ces principes aident mais ne remplacent pas l'attention professionnelle. Chercher un soutien médical ou psychologique n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Ces principes sont complémentaires, pas des substituts dans les situations graves. Pour ceux qui se trouvent dans un espace intermédiaire, ni complètement bien ni en crise profonde, appliquer ces principes peut faire une grande différence. Ils peuvent vous incliner vers le bien-être, vers une vie pleine plutôt que vers la souffrance chronique. Vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes âgées affrontent des défis similaires et cherchent des réponses. En trouvant votre chemin vers la paix et le sens, vous facilitez également celui des autres. Votre transformation inspire autour de vous et ainsi, lentement, nous changeons le monde. Par la transformation silencieuse et profonde de chaque personne. Voici mon défi pour vous. Avant la fin de la journée,
Choisissez un principe et décidez d'une action concrète que vous allez réaliser demain. Ne la reportez pas. Faites-le, répétez-le le lendemain et continuez jusqu'à ce que cela devienne une partie de vous. Ensuite, ajoutez une autre pratique. Jour après jour, vous construirez une vie qui vaut la peine d'être vécue, peu importe combien de temps il vous reste. À la fin, vous ne regretterez pas d'avoir essayé et échoué, mais de ne pas avoir essayé par peur. Ne laissez pas la peur vous voler l'opportunité de vivre vos dernières années avec sens et paix. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de choisir un chemin différent, une manière de vivre vos années dorées qui honore votre passé et ouvre un espace à ce qui est encore possible. Les 6 principes que nous avons explorés sont votre carte, testée par des philosophes pendant des millénaires et confirmée par la psychologie moderne. Vous pouvez les utiliser pour transformer votre expérience de ces années précieuses qui vous restent. Si ce message vous a touché, partagez-le avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Abonnez-vous et activez les notifications pour continuer à apprendre ensemble. Mais plus important encore, agissez. Prenez un principe et vivez selon lui demain. Le réel dépend de vous. En vous réside une résilience profonde. Utilisez-la non seulement pour résister, mais pour vivre pleinement. Chaque lever de soleil apporte une nouvelle opportunité de choisir de vivre avec conscience, but, gratitude et calme.